Alors, bonjour à tous, hein, donc Sylvain, Nico, Barbara, Niji, Delphine, j'en ai oublié certainement, Christine, Julien, Jean-René. Alors après, voilà, en attendant que tout le monde arrive, je voudrais vous sensibiliser sur le fait que voilà qu'on a mis en place donc ces réseaux sociaux, une chaîne YouTube même, FO Laurent Merlin. Donc promenez-vous dessus, partagez avec tous les gens que vous connaissez, c'est important pour nous. Et c'est important pour vous aussi et pour tout le monde parce que ça permet d'avoir une circulation d'informations qui soit vraiment intéressante. Vite fait, bonjour Christine, bonjour Dim, bonjour Frédéric, j'en ai oublié deux au passage. Napoléon, Déborah, Laurent, Eva, Renaud. Donc on mettra pour le YouTube, on mettra sur le site un lien qui vous permettra d'y accéder de façon beaucoup plus facile. Ouais, il doit défiler sur vos écrans si vous êtes connecté. Bonjour Barbara, bonjour Michel. Bon, allez, la dernière minute réglementaire. Bonjour Véro, bonjour Carole, bonjour Georges. Allez, bonjour Frédéric. Bon, allez, les 5 minutes réglementaires, on va dire, sont passées. Donc on va pouvoir démarrer. Alors, simplement, c'est pour faire un petit point par rapport au CSE central donc de la semaine dernière. J'avais eu l'occasion de faire un live à cet effet. Pendant ce CSE central, de nombreuses questions ont été posées. Donc l'entreprise s'est engagée à nous répondre dans la semaine, c'est-à-dire là on les a reçus avant-hier. Donc je vais vous faire un petit débriefing par rapport à ça. Donc il s'agit essentiellement de précision par rapport à ce qui avait été énoncé la dernière fois. Donc il y a deux choses qui reviennent de façon extrêmement régulière dans le cadre des réponses ou je dirais plus exactement dans le cadre des non-réponses de l'entreprise. Je vais vous lire la phrase qui revient à peu près à la fin de chaque réponse de l'entreprise par rapport à des questions extrêmement précises que nous avons pu poser. Je vous la lis. Ces mesures sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation et des préconisations du gouvernement dans le cadre du plan de déconfinement. Une organisation sera alors étudiée site par site selon les spécificités locales pour permettre aux collaborateurs de travailler en toute sécurité. Alors, il y a deux choses avec ça. La première, c'est l'attitude de l'entreprise. Là, on voit clairement que ils ne vont faire que ce qui est autorisé et ils ne feront pas forcément ce qui est conseillé. Donc, ça rend en fait les mesures simplement dans la stricte application de ce qui est obligatoire. Il n'y aura pas forcément beaucoup de choses qui vont aller plus loin que ça. Ça veut dire aussi que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est aujourd'hui c'est vrai, demain ça ne l'est pas forcément. Outre les questions par rapport à la santé, par rapport aux règles de déconfinement qui se posent et qui ne sont pas encore statuées, hein, on attend pour normalement avant le 1er mai un positionnement et un plan de déconfinement de la part du Premier ministre. Vont s'ajouter à ça, je pense pas être un devin en disant ça, certains aménagements légaux possibles autour du code du travail. Donc pour l'instant, l'entreprise reste sur des positions de maintien des accords qui sont signés. Quelle sera sa position
quand on lui autorisera à déroger à certaines règles, à déroger à certains accords, à suivre. Mais le message que je vous ai lu en préambule tout à l'heure laisse pas espérer beaucoup de choses qui soient vraiment importantes, quoi. Parce que pour l'instant, c'est tant que on ne peut pas le faire, tant qu'on n'a pas de directive, on ne le fait pas. Mais tant que on ne nous l'interdit pas, on continue à le faire aussi. Donc cette position est un petit peu, on va dire, floue. Je pense qu'ils sont vraiment dans le flou et que pour l'instant ils sont plutôt dans l'application, on va dire, des règles de confinement, déconfinement. Et seront-ils dans l'application ou dans le maintien de la qualité de vie des salariés, parce que c'est important si on veut qu'une entreprise marche. Quant à l'éventuelle modification des règles du Code du travail, c'est vraiment une affaire à suivre. Donc en vrac dans les questions, par rapport à ce qui s'est dit, donc le report, je vais revenir vite fait sur certaines choses dont vous avez parlé. Donc le report des congés payés, donc après le 31 mai, oui c'est possible. Il n'y aura pas forcément, pardon, il n'y aura pas forcément ça chez tout le monde. Pourquoi? Parce que à l'intérieur des magasins et des structures, entrepôts pareil, on nous encourage vivement à déposer le solde de congés avant le 31 mai. Donc là on est plus sur du local. Par contre, si ça n'est pas possible, il n'y aura pas à ce moment-là d'annulation de ces congés-là. Ils seront reportés sur l'année, sans limite ni de date pour les poser, ni de nombre de jours à poser. Encore une fois, c'est aussi la résultante d'un fonctionnement interne à chaque entreprise, à chaque rayon, à chaque service, à chaque équipe. Mais voilà, sachez qu'il n'y a pas d'histoire d'annulation de congés et il n'y a pas d'histoire de nombre limité de reports, à l'exception des cadres qui, comme je vous l'avais dit la dernière fois, pourront faire déposer 12 jours en report sur l'année prochaine, sauf les cadres qui ont été de permanence ou qui ont travaillé pendant la période de confinement. Donc après, concernant les élus qui souhaitent faire un point régulier sur le nombre de personnes atteintes, sur le nombre de volontaires, sur le nombre de personnes qui travaillent dans les services, voilà, l'entreprise peut simplement donner, et ne donnera que ça, le nombre de volontaires, mais ils n'ont en aucun cas l'obligation de donner une liste nominative. Donc ils ne le feront pas. Les élus donc bénéficient de leurs heures de délégation, peuvent les utiliser. Les heures de délégation supplémentaires qui avaient été données le mois dernier ne sont pas reconduites, à l'exception de 4 heures supplémentaires qui seront données pour tous les membres des CSSCT des sites. Les individualisations prévues lors des EDP sont-elles maintenues, reportées, annulées? Alors là, réponse claire, claire, si on peut dire ça. Il est trop tôt pour se prononcer sur le maintien des augmentations individuelles. La position sur ce point sera donnée ultérieurement. La seule chose qu'on est sûr, c'est que si on prend les retours EDP, donc les retours EDP ne sont pas annulés, ils sont reportés. Mais attention, ça ne veut pas dire que les augmentations individuelles décidées avant la période de confinement et avant cette période difficile pour l'entreprise ne seront pas, elles, gelées pour une année ou annulées. C'est-à-dire qu'on aura un retour, on n'aura pas forcément une augmentation individuelle. Ensuite, alors je vous donne les questions un peu comme elles viennent, comme elles ont été posées et comme elles ont été répondues. Comment va être organisée l'ouverture des magasins par rapport au monde projet qui sont fermés, la pause, les cuisines, des choses comme ça. Est-ce qu'il y aura une interdiction d'accès aux magasins? Non, il n'y aura pas de confinement, si on peut s'exprimer ainsi, de ces zones-là. Par contre, il n'y aura pas de vendeurs et il n'y aura pas de collaborateurs pour faire des projets ou des commandes.
Ce qu'il faut savoir, alors je reviens dessus, on est déjà revenu dessus la dernière fois, c'est que quand on est en ouverture, ce qui va être le cas très prochainement pour quasiment tous les magasins, donc on est en ouverture en mode dégradé. Ça veut dire quoi en mode dégradé? Ça veut dire que quand vous rentrez dans le magasin, c'est un petit peu comme dans certains supermarchés, on va prendre un nombre maximum de clients à l'intérieur du magasin, on fait rentrer la première vague et ensuite il y a un agent de sécurité qui, chaque fois qu'une personne sort, fait rentrer une suivante et ainsi de suite avec une file d'attente à l'extérieur du magasin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va y avoir petit à petit de plus en plus besoin de personnel dans le magasin. Alors, très clairement, par rapport au volontariat, donc la réponse de l'entreprise est tout à fait claire, je vous l'ai dit. Là, je cite, hein, donc c'est pas. Nous sortons du principe du volontariat avec ce retour progressif des équipes adapté à la montée en charge. Ce qui veut dire que tant qu'il y a suffisamment de volontaires pour faire ce pourquoi nous sommes faits actuellement, c'est-à-dire cette ouverture en mode dégradé, on ne va pas aller chercher des gens qui ne se sont pas portés volontaires. Par contre, si il y a un manque de personnel, eh bien, on demandera aux personnes de reprendre leur poste de travail, avec quelques bémols, on va dire, ou quelques critères de choix, qui sont déjà la compétence de la personne. C'est-à-dire si on a besoin d'un cariste, il faut qu'on prenne quelqu'un qui ait le permis cariste. Ensuite, on est... Alors là, c'est la position de l'entreprise. Il faut veiller vraiment à ce que ce soit respecté. C'est que la personne ne soit pas un sujet à risque, que la personne, par rapport à ses enfants, par rapport aussi à éventuellement une personne dans son foyer qui est un sujet à risque. Donc voilà, c'est des éléments qui doivent être pris en compte. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas obligation de se déclarer comme étant un sujet à risque. Alors, la médecine du travail peut intervenir dans son coin vis-à-vis de la personne, mais encore une fois, il y a la protection du secret médical. Donc oui, vous pouvez, si vous ne rentrez pas dans des critères spécifiques qui vous empêchent d'une reprise d'activité actuellement, vous pouvez être appelé pour reprendre votre poste et vous serez obligé de le faire. Ensuite, concernant ces choses-là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ouverture-là va se faire de plus en plus progressivement. Elle va certainement être adaptée aux mesures de déconfinement que va nous annoncer le Premier ministre en fin de semaine. Donc elles sont, encore une fois, elles sont évolutives. Ensuite, comme question importante avec des... je me suis fait une petite liste. Donc, les salariés seront-ils équipés de masques par notre direction dès l'ouverture des magasins le 11 mai? Alors, il faut savoir qu'ils sont déjà ouverts, hein. En mode dégradé certes, mais ils sont ouverts. Donc, je lis la réponse. Hein. L'extension de l'activité nécessite, en termes de prérequis, que les magasins aient des dotations nécessaires en masques pour l'ensemble des collaborateurs. Nous restons attentifs aux mesures et instructions gouvernementales, encore une fois, qui pourraient être annoncées dans le cadre du plan de déconfinement. Bon. Voilà. On reste dans le flou, hein, encore une fois. Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de vous retrouver la phrase, parce que ça c'est quand même important. Mental, donc ça c'est bon. L'extension. Moi, ça va, je vais la retrouver. Mais en fait, c'est une phrase qui dit que les masques seront obligatoires pour le personnel dans le cadre des ouvertures des magasins, même en mode dégradé. Petit à petit, ce qui va se passer, c'est que cette activité va augmenter. Donc il va y avoir un besoin personnel qui va augmenter. Donc il va y avoir des croisements qui vont être de plus en plus fréquents. Il va y avoir des embouteillages dans les salles de repas. Il va y avoir des embouteillages dans les salles de pause. Donc à un moment donné, on a des vraies questions à se poser par rapport à ça. Donc la réponse, encore une fois, la non-réponse, si on peut parler ainsi, de l'entreprise, c'est qu'elle va mettre tout en œuvre afin que les gestes barrières soient respectés, gestes barrières et protection
des salariés et des entreprises qui sont les prérequis indispensables à la reprise d'activité. En ce sens-là, en tant qu'élu, il est important que les personnes qui ont la possibilité d'aller vérifier que ça se passe comme il faut le fassent. Je sais que ça a déjà été fait, donc merci à Thierry, merci à Franck, merci à Laurent, merci oh, j'en oublie, enfin bon, des gens qui vont voir et qui peuvent constater que soit c'est bien fait, parce qu'il faut aussi savoir le reconnaître, soit il y a des manquements, auquel cas il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme le plus rapidement possible pour faire en sorte que ça se régule de mieux en mieux. Donc une question, est-ce qu'il faut fournir un certificat médical à l'employeur si on a une personne, si on est une personne à risque ou si une personne à risque vit avec l'employé? Alors si on est une personne à risque, c'est le travail de l'inspection, de la médecine du travail, qui elle corroborera les faits en disant et validera cet état d'esprit-là. Si on vit avec une personne à risque, là, la médecine du travail n'intervient pas obligatoirement. Charge à vous de fournir un certificat médical prouvant et attestant que la personne avec qui vous vivez est une personne à risque. En espérant, encore une fois, que cela suffise pour que l'entreprise dise « Ok, tu restes chez toi ». Important aussi par rapport à la garde d'enfants, les gardes d'enfants qui au préalable donnaient droit à un arrêt de travail ne donnent plus droit à un arrêt de travail. Si vous gardez vos enfants parce que la structure est fermée, à ce moment-là vous passez en chômage partiel. Ça c'est une nouvelle disposition gouvernementale, auquel cas il faudra l'appliquer. Après se pose aussi une vraie question, c'est que bon, ils sont en train un petit peu de pédaler dans la semoule par rapport aux ouvertures des écoles, notamment par la notion de volontariat. Je mets mes enfants à l'école si j'estime que c'est possible. Par contre, ils n'ont absolument pas répondu, là je parle du gouvernement, répondu à la question, si moi, de mon propre fait, j'ai la possibilité de mettre mon enfant, mais au nom du volontariat, je ne le mets pas, est-ce que je suis couvert par le chômage partiel? Pour l'instant, on n'a pas la réponse à ça. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça, on va y être extrêmement vigilant, parce que ça change du tout au tout. C'est-à-dire que on peut passer de je prends des mesures sanitaires vis-à-vis de mes enfants et de ma famille à je subis de la répression financière. Donc, grosso modo, c'est comme ça qu'on va le voir. Ensuite, lorsque le masque est porté, il empêche la transmission et réduit la contamination. Qu'en est-il des yeux? C'est une muqueuse par laquelle le Covid peut entrer. Oui, tout à fait. Tout à fait. La protection, on va dire, idéale, c'est le masque, les gants, la visière. Parce que, comme c'est bien expliqué, les yeux, vous avez des muqueuses, et ces muqueuses peuvent prendre et attraper le virus et le transmettre à l'organisme. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Gestion de communication. Alors, dans le cadre de l'ouverture partielle des magasins, la question qui a été posée aussi, parce qu'on a cette question déjà dans un premier temps, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de monde à l'intérieur des magasins au niveau employé. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que normalement, alors là encore une fois, c'est marqué normalement, la très belle phrase qui dit tout sera mis en œuvre pour, donc je la répète, tout sera mis en œuvre pour, là je cite, pour que les retraits de heures, les préparations de commandes se fassent hors des créneaux d'ouverture aux clients, pour éviter en fait à ce qu'un client qui en a marre de chercher un produit se précipite sur quelqu'un qui est en train de préparer une commande, fasse fi un petit peu des gestes barrières et lui dise vous m'aidez, vous êtes là pour m'aider donc vous m'aidez. Donc normalement, encore une fois, normalement, il va y avoir des créneaux différents au niveau de je travaille dans le magasin et ensuite je laisse l'accès aux clients dans le magasin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va se poser un problème de décontamination des endroits communs. Donc les salles de pause, les salles de repas, les coursives, les rampes d'escalier, enfin tout ça.
Se pose aussi la question des sanitaires, hein, qui sont désinfectés normalement après chaque passage. Quid des sanitaires pour la clientèle? Il n'y aura pas d'ouverture des sanitaires à la clientèle. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est légal ou pas, si les mesures de confinement le permettent, mais toujours est-il que les clients n'auront pas accès aux sanitaires pendant cette période d'ouverture, encore une fois en mode dégradé. Donc les flux entrants seront gérés par l'agent de sécurité au départ, avec une remise normalement d'un petit flyer sur lequel on explique les gestes barrières, de façon à ce que ce soit plus ou moins respecté. Il y a une question très importante, alors là je vais vous donner la réponse, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. Donc, le décompte des heures pendant l'activité partielle sera-t-il sur la base de 35 heures par semaine? Comment le décompte se fera? Si par exemple, avant le confinement, on était à un compteur de moins 10 heures ou plus 7 heures par exemple, sera-t-il en fin de confinement au même niveau? Donc je vais vous lire la réponse de l'entreprise et après je vous donnerai mon commentaire. Sur la valorisation des heures, le décompte des heures sur tactique durant l'activité partielle se fait selon les règles de l'accord temps de travail, que Force ouvrière a refusé de signer, je tiens à préciser, à savoir, selon le planning pendant 4 semaines plus la semaine en cours, puis sur la base d'un horaire moyen de 34h16 par semaine pour un temps complet. Ensuite, sur la base d'un horaire moyen de 34h16 en cas d'absence de planning. Sur le point des compteurs excédentaires ou déficitaires avant la mise en activité partielle, les compteurs à la reprise normale de l'activité dépendront donc de chaque situation individuelle. Entre parenthèses, planning volontariat. Ça, c'est la réponse de l'entreprise. Mon commentaire, c'est que si on prend en compte les 4 semaines programmées, donc vous étiez par exemple à 28 heures, on va prendre, allez, 28 heures par semaine sur les 4 semaines qui étaient programmées avant la décision de déconfinement. Si on lit bien ce qui a été marqué, ça veut dire que vous avez fait un débit d'heures pendant l'activité partielle. Autrement dit, vous avez généré des heures à faire en plus, à rattraper à la reprise de votre activité avant le 31 décembre. Donc là, il y a un truc qui va pas. La première, c'est que quand on est en activité partielle, on est en suspension de contrat de travail. Donc, il va falloir que l'entreprise nous explique comment, pendant la suspension d'un contrat de travail, on peut générer des heures négatives ou positives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous avez un compteur qui descend au fur et à mesure de l'activité qui passe, vu qu'il y a une suspension du contrat de travail, le contingent horaire annuel, de fait, est diminué de cette période d'inactivité parce que pendant cette période-là, le contrat de travail est suspendu. Je vais vous donner un tout petit exemple pour l'illustrer. Je dois faire 1000 heures par an sur 10 mois. Comme ça, vous verrez que les chiffres sont faciles à faire. Donc en gros, je dois faire 100 heures par mois. Ça, c'est pour arriver sur mon année, sur mon contingent annuel. Si pendant 2 mois, je suis en activité partielle, je peux être donc 100 heures par mois de moins, je vais avoir moins de 200 heures sur mon compteur. Mais, vu que mon contrat de travail court sur 10 mois sur l'année, 8 mois au lieu de 10, à ce moment-là, j'ai pas 1000 heures à faire, j'en ai 800. Donc on va demander des explications très claires par rapport à ça, parce que on ne peut pas concevoir en fait de générer du plus ou du moins pendant une période de suspension de contrat de travail. Après, tous les magasins seront-ils réouverts à 100% au 11 mai? Oui, c'est l'objectif. Qu'est-ce qui peut faire qu'un magasin n'ouvre ou n'ouvre pas? C'est simplement, on va dire, son environnement et la façon dont il est construit.
il y a, en fonction des règles qui vont être encore une fois données la semaine prochaine, il y aura peut-être des magasins qui seront en grande difficulté de les respecter, vu l'agencement des locaux, vu l'étroitesse des locaux. Donc, mais l'objectif, c'est que effectivement, au 11 mai, tous les magasins sont ouverts, voire avant. Encore une fois, en mode dégradé. Donc une question de Carole, si on est une personne à risque, on reste au chômage partiel ou bien il faut un arrêt de travail. Donc là, la logique qui doit être statuée et qui doit être entérinée par le Parlement, c'est on reste en chômage partiel. Parce qu'un arrêt de travail est dû à une maladie et pas à un risque de maladie. Alors, une question de Nathalie, je vois pas trop comment ça va se passer avec les clients après le 11. On leur demande gentiment de rester loin du conseiller de vente parce qu'à partir du 11, on est censé être tous là. C'est pas encore gagné, hein. On est tous là si la réglementation et les décisions gouvernementales le permettent. Euh, S'il y a vraiment des mesures de confinement qui sont prolongées, alors pas de confinement, de restrictions et de gestes barrières qui sont confirmés, ça n'occasionnera peut-être pas une ouverture à 100% de tous les services et à 100% de la présence de l'équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la demande de chômage partiel, vous avez dû recevoir ça sur vos boîtes mail, a été faite jusqu'au 30 juin. Donc, soit c'est pour prévenir d'une éventuelle seconde vague, ce que je n'espère pas, mais malheureusement qui peut arriver, et c'est aussi pour faire une reprise d'activité, on va dire, qui va être un petit peu progressif. Donc après le déconfinement du 11 mai, si l'école de mon enfant reste fermée, mon DM peut-il m'obliger à reprendre le travail? Non. À partir du moment où elle est fermée, on passe à ce moment-là automatiquement au chômage partiel. Par contre, si on est sur du volontariat, comme ça a été exprimé par le ministre de l'Éducation, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'amener vos enfants. Là, pour l'instant, le gouvernement n'a pas donné sa réponse. Alors, question d'Eva, le nombre de clients acceptés en libre-service est toujours de 30 personnes ou peut-il augmenter si on a beaucoup d'hôtesses de caisse? Alors ça, c'est une bonne question. La réponse est super floue. J'ai relu encore une fois tous les documents relatifs à la présentation de l'ouverture du libre-service. À chaque fois, c'est présenté comme étant 30 personnes maximum. Or, personnellement, dans mon magasin, a été posée la question, si 30 personnes, 2 hôtesses de caisse. S'il y a 6 hôtesses de caisse, est-ce qu'on passe à 90 personnes? La réponse a été oui. La réponse a été tant qu'on ne dépasse pas le seuil euh, de 100 personnes, ce qui est le maximum autorisé actuellement par les mesures gouvernementales, on peut avoir plus de 30 personnes dans le magasin. Alors, ça a été vendu comme étant une décision du CSE central. Moi, j'ai cherché, j'ai pas retrouvé ce genre d'éléments. Donc, en fait, il y a une espèce de liberté qui est donnée. C'est 30, 60, 80. Tant qu'on dépasse pas les 100, on peut en mettre un peu plus. Donc un peu plus de gens qui se croisent dans les allées, un peu plus de gens qui se croisent dans les couloirs parce qu'il va y avoir plus d'hôtesses de caisse, plus de personnes en surface de vente. Donc pour l'instant, la réponse que j'ai officiellement de mon magasin, c'est que tant qu'on ne dépasse pas le seuil de 100 personnes, de 100 clients, pardon, dans le magasin, eh bien, par multiple de 15 par hôtesse, on peut avoir un peu plus de monde dans le magasin. Alors pourquoi prolonger le chômage partiel jusqu'au 30 juin? Question de Philippe. Alors il ne sera pas forcément prolongé jusqu'au 30 juin, mais disons que dans la mesure où les mesures de déconfinement sont progressives, il se peut qu'il y ait des ouvertures qui soient pas possibles dans certains endroits ou qui soient partielles dans d'autres endroits. Donc afin d'éviter de refaire des demandes, la demande a été faite jusqu'au 30 juin, mais elle peut très bien s'arrêter le 11 mai pour la totalité des salariés ou elle peut continuer pour certains parce que il y a des problèmes de garde d'enfants, parce que il y a aussi une non-faisabilité de l'ouverture en mode total avec tout le monde en rayon. Donc on va dire que la date du 30 juin, c'est une date préventive, à peu près, enfin, si on peut s'exprimer un petit peu ainsi. Alors, les reprises de marchandises, pour l'instant, sont fermées. Euh,
comme la découpe de bois, comme la carte maison, comme tout ce qui inclut en fait un contact rapproché. Là encore une fois, dès qu'il va y avoir la possibilité d'ouvrir, alors soit par autorisation, soit en trouvant un moyen, on va dire technique, de préserver ces gestes-là, pour l'instant, ces produits-là, ces services-là sont fermés. Donc il y a effectivement des magasins qui ne respectent pas tout, à savoir, on a vu passer des vidéos avec de l'aide au chargement, avec un conseiller de vente, enfin un employé on va dire, qui est vraiment dans une distance qui n'est absolument pas des 1 mètre, en plus il n'a pas de masque et pas de gants, là charge à nous de faire remonter ça. Alors c'est dommage d'en arriver là, parce que normalement la logique voudrait que la personne pense à sa santé et pense à la santé des autres. Bon, si elle le fait pas, ben, on le fera pour elle, hein. À nous de dire, voilà, là il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne sont pas respectées, ça fait partie du prérequis de l'ouverture et ce n'est pas respecté. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Il y a des magasins où ça se passe très bien, il y a des magasins où c'est bien fait, donc il faut les saluer et les encourager à continuer et ne pas, on va dire, s'enterrer dans des gestes routiniers qui peuvent être assez dangereux par rapport à ça. Alors, si l'enfant... Oui, si l'école de mon enfant reprend à 50%, l'employeur peut-il demander aux collaborateurs de reprendre à 50%? Ça, c'est comme je vous le disais tout à l'heure. Sur l'ouverture des écoles, ils ont été un petit peu vite en besogne. Ils sont en train de reculer un petit peu dans tous les sens et de chercher vraiment une solution. Les conséquences de ça, pour les parents notamment, et leur statut en activité partielle, aucune réponse n'a été donnée à ce niveau-là. Donc là, sur ça, je peux vraiment pas te répondre. Ouverture des dimanches. Alors pour l'instant, on n'a pas encore d'informations sur l'ouverture des dimanches. Ce qui est sûr, c'est que actuellement, ça semble un petit peu déplacé d'ouvrir le dimanche dans l'état actuel de notre situation sanitaire. Maintenant, si tous les barrages sont levés, alors quand je dis barrage, c'est pas forcément barrage scientifique, c'est des barrages gouvernementaux, sont levés pour les ouvertures, les commerces, quels qu'ils soient, et le nôtre aussi, vont être à une course effrénée aux chiffres et au rattrapage du retard. Est-ce que ça va inclure les ouvertures de dimanche? Il est trop tôt pour le dire, mais c'est une possibilité. Est-ce qu'il va y avoir obligation pour les employés de travailler le dimanche? Il est trop tôt pour le dire, mais c'est une éventualité aussi. On ne sait pas encore comment on va s'organiser. La nouvelle, on va dire toute la réglementation autour du travail, jusqu'à au minimum a priori, parce que les peu de mesures qu'il y a sont données jusqu'au 31 décembre, donc il se peut qu'il y ait vraiment un assouplissement pour les employeurs vis-à-vis de ça. Pour l'instant, je ne peux pas répondre, parce que le gouvernement n'a pas répondu. Alors les salariés qui ont posé des CP en juillet et en août, l'entreprise peut les refuser. Alors, au jour d'aujourd'hui, non. Et je vais être plus précis, au jour d'aujourd'hui, l'entreprise ne veut pas les refuser. Après, reste une question d'organisation de services et de rayons, parce que, oui, comme chaque année, c'est toujours le bordel pour planifier les congés de tous en essayant de satisfaire le plus de personnes possible. Pour l'instant, on reste là-dessus. Il n'y a pas forcément de limitation. La période légale des congés n'a toujours pas changé, et j'espère qu'elle ne changera pas. Et donc pour l'instant, voilà, c'est pas du tout la volonté. Encore une fois, vous noterez systématiquement que je dis pour l'instant parce que on ne sait pas comment ça va évoluer. Alors, on est en droit de refuser d'aider un client pour un renseignement ou une aide au chargement. Alors, dans l'état actuel des choses, non seulement on est en droit, mais en plus de ça, on est en devoir de le faire. Parce que c'est un geste barrière, et que le geste barrière, c'est comme les éléments de sécurité, c'est comme les EPI, c'est quelque chose auquel on ne doit pas déroger. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que là je réponds à Nathalie. Nathalie, c'est ta santé qui est en jeu, c'est la santé de la personne que tu vas aider, et c'est pas forcément l'aider
que de mettre quelque chose dans sa voiture et de lui refiler le corona ou de le choper. On n'est pas encore dans une situation, on va dire, de crise économique déclarée. Ça va venir, hein, faut pas se leurrer. On est par contre dans une crise sanitaire déclarée. Donc la principale chose à faire, c'est d'éviter la propagation du virus, et c'est une obligation morale et humaine, et une obligation tout court de respecter ces fameux gestes-là. Donc si un produit doit rester sur le parking parce que le client ne sait pas le mettre dans son coffre, il reste sur le parking. Il y va de ta santé. Le gouvernement a-t-il limité les contrôles à la directe? Oui, malheureusement oui. Alors pour ceux qui savent pas, la directe, c'est grosso modo, en schématisant très fort, l'inspection du travail. Donc on a eu des remontées comme quoi les inspecteurs du travail, d'abord il y a beaucoup d'entre eux qui sont contaminés parce que ils allaient faire des visites entreprises sans protection parce qu'on ne leur avait pas donné. Ensuite, beaucoup d'entre eux sont limités, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de demander l'autorisation à leur supérieur, chose qu'ils ne devaient pas faire avant, pour se déplacer dans une entreprise. La plupart du temps, c'est refusé au nom de la sécurité de la personne qui va faire le contrôle. C'est un petit peu limite, hein. Il suffirait de lui filer un masque, gants et visière pour qu'il puisse le faire. Donc oui, effectivement, il y a un sérieux coup de frein sur les visites des inspecteurs du travail. Il y a même un inspecteur du travail qui a été mis à pied parce qu'il mettait la pression à un EHPAD pour respecter les consignes sanitaires. Vous voyez où on va, quoi. Donc ça va quand même très très loin. Donc oui, effectivement. Va-t-on vers des réductions de personnel en fin d'année? Moi, mon avis personnel est que oui. Vous savez comme moi, et vous êtes les premiers à le vivre, c'est que les salariés et les salaires sont une variable d'ajustement, hein, pour notre entreprise. Donc à un moment donné, s'il faut taper quelque part, on va se dire, bon qu'est-ce qu'on fait? On a vu, et on aura l'occasion d'en reparler, je vous ferai une communication sur cette même page, que certains magasins commencent à jouer un petit peu les francs-tireurs avec les licenciements. Donc un petit coucou et une grosse pensée pour nos amis de Melun, où on se dit, ça fait deux de moins, hein. Donc il y en a un qui a fait quelque chose que le directeur a jugé répréhensible, en arnaquant le deuxième, il vire les deux. Donc ça, si c'est pas du dégraissage, je sais pas ce que c'est. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, de vous faire une communication là-dessus. Pour un volontaire qui ne fait pas 35 heures dans la semaine, sera-t-il payé pleinement et son décompte d'heures sera-t-il celui du nombre d'heures effectuées? Alors ça honnêtement, les réponses qu'on a sont que ça dépend des magasins. Il y a des magasins où, à partir du moment où on vient, alors je dis pas qu'on vient un jour par semaine et qu'on est 35 heures, hein, mais où il y a, on va dire, c'est un forfait à la semaine. D'autres non. Je suis volontaire pour aller travailler et je me rends compte que finalement ça m'intéresse plus pour plusieurs raisons. Est-ce que je peux me rétracter? Oui. Ça a été vraiment un prérequis dès le départ de la part de la direction, c'est que la notion de volontariat est à tout moment, j'insiste bien, à tout moment rétractable. C'est-à-dire que vous vous positionnez pour lundi matin. On vous dit, tu viens à 8h. À 8h, vous toquez à la porte, il dit, finalement, excuse-moi, je suis désolé, mais je le sens plus. Vous repartez chez vous. Et vous repartez en activité partielle. Ça, c'est très important, hein, parce qu'il y a une certaine pression qui sont faites des fois dans certains magasins, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver forcément suffisamment de volontaires. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je regarde si j'ai balayé à peu près toutes les questions. Donc, alors, pour résumer un petit peu ce que j'ai dit aujourd'hui, on va pas passer trop de temps non plus, parce que je vais vous noyer sous les informations. Deux choses actuellement en suspens. Le premier, c'est le décompte d'heures. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. On va vraiment creuser la question pour savoir exactement comment on doit se situer et comment l'entreprise a une obligation de faire ou de ne pas faire.
Ça, c'est la première chose. Donc là, ça va passer par les inspections du travail respectives. Le deuxième point, c'est que beaucoup s'interrogent sur le fait que les CSE et les C2SCT ne soient simplement que consultés, pardon, informés et non consultés. Vous comprendrez bien que nous, on n'est absolument pas d'accord avec ça. Un courrier est parti à l'inspection du travail dont dépend le siège de Leroy Merlin de la part de FO, demandant une explication et éventuellement une régulation par rapport à ça. Parce que pour nous, il est évident qu'on doit consulter et non pas dire, bon voilà comment ça se passe. Donc ça, c'est les deux points en fait qui restent en suspens. En ce qui concerne donc l'information ou la consultation, c'est en cours, c'est parti, maintenant on attend la réponse. En ce qui concerne le décompte des heures, donc là, je vais m'y mettre juste après vous avoir quitté pour demander des explications extrêmement claires et précises concernant le décompte d'heures, et notamment sur, tel que c'est présenté dans les réponses qui ont été données, la possibilité d'accumuler des heures à refaire et à rendre et à rattraper alors que le contrat de travail est suspendu. Alors, pour les agents de sécurité, encore une nouvelle question. Pour les agents de sécurité, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour leurs conditions de travail et de pause? Alors, ce qui est important, c'est que on est, quand le magasin est en ouverture, on est un magasin hébergeant. C'est-à-dire que il est aussi de notre responsabilité que les agents de sécurité et le matériel nécessaire, et ne pas se contenter de dire oui mais la boîte qu'il emploie, ils lui ont rien donné. C'est un peu facile. D'abord parce que potentiellement il est dangereux pour vous, pour les clients, parce que s'il n'a pas le matériel, il peut être contaminé. S'il est contaminé, il peut vous contaminer. Donc ça fait beaucoup à la fois. Ensuite, c'est pas des esclaves, hein, ces gens-là, hein, c'est des salariés comme les autres. Donc même s'ils dépendent pas forcément de nous, il y a un minimum et un devoir à avoir. Leur pause, c'est pareil. Alors certains vont dire, mais moi je la prends pas, j'ai pas envie. Un exemple, par exemple. Pour tout ce qui est des sièges assis debout dans les magasins, on en a beaucoup parlé les années précédentes. Quand on dit il faut un euh, siège assis debout par poste de travail, l'agent de sécurité fait partie de ces personnes-là. Donc, il doit être mis obligatoirement, ça c'est le code du travail, obligatoirement un siège à disposition de l'agent de sécurité. Donc, à partir du moment où on met un siège à disposition parce qu'on est obligé, je vois pas pourquoi on mettrait pas à sa disposition un masque, des gants et une visière. Pour tous ceux qui bossent de chez eux, qui aident à distance les volontaires sur place, est-ce qu'on appelle ça du télétravail? Euh, Là, la personne qui... À partir du moment, on va faire simple, à partir du moment où le lien avec votre employeur n'est pas rompu, vous n'êtes pas en activité partielle. Vous êtes en travail à domicile. Ça, c'est clair. Non seulement c'est le principe de base de l'activité partielle, c'est aussi, attention parce que c'est contrôlé, hein. C'est-à-dire que l'État va pas dire, moi je prends en charge le salaire de Monsieur X pendant que Monsieur X continue à faire travailler la boîte, quoi. Ça paraît complètement évident. Donc, à partir du moment où on travaille, où on donne son avis, où on est sollicité au téléphone, où on répond à des mails pour des questions d'organisation de ce qui se passe actuellement, on n'est pas en activité partielle. On est en travail à domicile. Du coup, on est à 35 heures, payé 35 heures. Sinon c'est l'escroquerie, hein, ni plus ni moins. Après, il y avait aussi quelque chose que je voulais voir avec vous. C'était que par rapport, alors c'est par rapport aux élus, par rapport aux personnes qui travaillent en tant que volontaires, toute journée effectuée, c'est-à-dire dès qu'il y a un pack de 7 heures effectué sur site, hein, en magasin ou en entrepôt ou en délégation pour les élus, ça ouvre droit à la génération d'un ticket restaurant. C'est important à savoir que ça peut aider certains. Nous avions fait deux demandes par rapport à ça. La première, c'était que les personnes qui utilisent leur voiture personnelle pour venir travailler en tant que volontaires, au lieu d'utiliser les transports en commun qui, eux, sont vraiment vecteurs de propagation du virus, on avait demandé à ce que ces personnes-là
et des frais de déplacement. On nous a dit non. Donc ça n'a pas été fait, et on a demandé aussi à ce que les personnes qui venaient travailler en journée avec des pauses repas assez courtes, qu'on prenne en charge leur repas du midi. On nous a répondu non également. Donc, question d'Eva, les élus CSE sont en télétravail. Les élus CSE sont en travail tout court quand ils sont en délégation. Voilà. Voilà, c'est pas la notion de télétravail. C'est-à-dire que dès que vous utilisez une heure de délégation, cette heure-là doit être payée à 100%. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de notion de télétravail par rapport à ça. De plus, vous le savez, hein, que normalement l'activité partielle doit être proposée aux élus et non imposée. Là, il s'est trouvé que par rapport à la crise actuelle, le gouvernement est passé outre ça et que tous les élus sont en obligation d'accepter leur situation d'activité partielle. Cependant, pendant qu'ils prennent leurs heures de délégation, ils ne sont pas considérés comme étant en télétravail. Donc ces heures-là sont payées à 100%. Voilà, écoute, écoutez, je pense que j'ai fait le tour à peu près des questions. Je reviens vers vous rapidement en ce qui concerne donc les deux questions principales qui sont pourquoi des informations et non pas des consultations, et comment doit-on gérer, comment l'entreprise va gérer les heures tactiques. Dès que j'ai les informations, évidemment, je reviens vers vous. Alors, Eva me pose une question. Quand on est en réunion ou en conférence téléphonique, c'est du télétravail ou pas? Le truc, c'est que si c'est une réunion CSE, c'est encore une fois du travail, tout simplement du télétravail, valorisé à hauteur actuellement encore de 3h30 par réunion, valeur forfaitaire. Donc même si la réunion dure 1 heure, il y a 3h30 qui sont à 100%. Alors, ma période d'essai est censée se finir demain. J'ai obtenu un contrat en CDI. Vont-ils me refaire une période d'essai où mon contrat était en pause? Ton contrat était en pause. S'il te restait, par exemple, 8 jours d'essai au moment du confinement, quand tu vas reprendre ton poste, il restera 8 jours. C'est-à-dire les jours d'essai que tu n'as pas pu faire du fait de la mise en activité partielle seront reconduits. On refait pas une nouvelle période d'essai, on finit celle qui n'a pas pu être finie à hauteur du nombre de jours qui restaient en cours. Voilà. Écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez eu les informations qu'il vous fallait. Donc vous n'hésitez pas donc à partager, à liker la page. Tous vos collègues qui n'ont pas forcément pu se connecter aujourd'hui, qu'ils la voient en replay. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On fera passer sur le site l'adresse donc de la chaîne YouTube FO. Et entre-temps, si vous avez des questions, vous surtout, vous les posez directement sur le site, et on reviendra vers vous. Ou si vraiment il y a beaucoup de questions qui reprennent le même thème et qui sont importantes parce que la situation entre-temps a évolué, bien évidemment, on refera un live et on verra ça avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Restez encore toujours prudents, hein. On parle beaucoup du déconfinement, mais on n'a pas parlé de seconde vague, on n'a pas parlé d'arrêt de l'épidémie. Donc le danger reste là. L'économie ne doit pas se supplanter à toutes les règles de base au niveau sanitaire. Donc dans la mesure du possible, et tant que vous n'avez pas obligation de reprendre le travail, restez chez vous. J'allais dire profiter de vos enfants, mais je sais qu'il y en a qui en ont vraiment marre et qui leur tardent que les écoles ouvrent, ce qui peut se comprendre. Mais voilà, ne jouez pas avec votre santé, c'est quand même important. On a plus de 20 000 morts, hein, donc par pitié, n'allez pas augmenter ce chiffre simplement par lassitude de cette situation-là. Bonne journée à tous et à très bientôt.